Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous intéresser à un reportage qui est sorti sur YouTube de Scripps News par Jason Bellini, un reporter américain qui a travaillé par exemple pour le Wall Street Journal ou encore pour CNN, qui a 47 ans et qui allait interviewer un pilote de Mi-8 HIP de 23 ans, Vadim, qui a également son père qui sert dans son unité de pilote d'hélicoptère et qui nous parle avec pas mal de détails sur les opérations auxquelles il a participé depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ce que je vous propose dans cette vidéo, eh bien, c'est de creuser un petit peu le Mi-8 et comment il est utilisé au vu de ce retour d'expérience et de ce partage de Vadim, 23 ans, jeune pilote de HIP. Roger, ball. Alors le Mi-8, vous le connaissez, hein, premier vol le 7 juillet 1961, mise en service opérationnel en 1967, la version d'après c'est le Mi-17, c'est en fait une évolution du Mi-4 qui avait des moteurs à piston, là nous sommes sur de la turbine, 2 fois 1950 chevaux, pour un hélicoptère qui a la masse maximum, fait à peu près 12 tonnes, comme un super étendard. Il y a différentes versions, mais vous avez, en fonction de ce qu'on compte, entre 12 000 et 17 000 hélicoptères qui ont été fabriqués. Et ils vont être utilisés par l'armée ukrainienne pour faire du transport de troupes, pour faire de l'évacuation sanitaire, mais également pour faire de l'air-sol tiré à la roquette de 57 mm. Récemment, le 27 février 2023, il y a eu une annonce de la part de la Croatie comme quoi 14 hélicoptères croates allaient être livrés aux Ukrainiens. Et donc, le stock d'hélicoptères dont disposait l'Ukraine au début de la guerre, alors, ils ont eu des pertes, certes, mais il a également été renouvelé grâce à des donations des pays anciennement soviétiques qui avaient ce type de matériel. L'avantage direct, c'est que les pilotes et les mécaniciens connaissent ce type de machine. Ils ont d'ailleurs fait des modifications, puisque l'on voit dans le reportage qu'ils volent avec des réservoirs supplémentaires en interne qui leur permet d'être basés loin de la ligne de front et de faire jusqu'à 3h30 de vol avec le plein. Vadim était tout jeune breveté, tout jeune sorti de l'école au moment de l'invasion de l'Ukraine l'année dernière, et une de ses premières missions de guerre, ça a été d'aller au nord de Kiev, d'aller voir les fameux attaques le long de l'autoroute, les convois, et il raconte comment il a fait partie d'une patrouille de 2, un Mi-24 devant, et le Mi-8 en classe arrière, et comment il s'est retrouvé à engager un tank qui voulait lui tirer dessus. Donc comment est-ce qu'on engage avec un Mi-8? Eh bien avec de la roquette à courte distance. Ensuite, derrière, vous voyez des images où il raconte être allé attaquer Snake Island. Snake Island, dont on a beaucoup entendu parler à une époque, qui avait été prise par les Russes, qu'ils ont ensuite quitté. Et on voit là un vol à très très basse altitude. Vadim nous explique que ce qu'il stressait, c'était de voler à 3 pieds au-dessus de l'eau, donc il était en fait à 1 mètre juste au-dessus de l'eau, qu'il avait l'impression qu'il y avait de l'eau qui rentrait en cabine et qu'il faisait très attention à ça. Et on voit dans les images qu'ils fournissent, bien qu'en fait on fait du tir de roquettes. Un peu plus tard on voit également des Mi-8 autour de l'île, mais du tir de roquettes depuis assez loin. Donc ces fameux tirs de roquettes en loft, quoi ça ressemble? Vous arrivez à peu près 200 km/h, le plus bas possible. À un peu plus de 6 km de la cible, vers les 6 km 2, vous allez chercher 20 degrés néo. Là, vous ouvrez le feu et vos roquettes, elles vont vers 6,1 km. 15 roquettes de chaque côté, ça vous permet de tirer. Au début, ils faisaient ça un petit peu à la louche, si je puis dire. Et maintenant, ils ont des meilleurs processus de coordination avec des personnes sur place qui ont des drones et qui permettent d'affiner le tir et surtout de corriger le tir un petit peu si besoin. Néanmoins, nous ne sommes pas du tout dans de la frappe de précision, on est vraiment dans du niveau de frappe en termes de précision, j'ai presque envie de dire, nonobstant la coordination avec les drones sur Seconde Guerre mondiale. Alors quand vous attaquez quelque chose comme Snake Island, ce n'est pas gênant. Si maintenant vous vouliez faire de l'appui-feu ou aider dans des zones où il y a des civils, forcément ce type de tactique de tir n'est pas optimal. Et néanmoins, ça vous augmente votre taux de survivabilité. Vous êtes quand même à 6 km, ce qui est donc trop loin pour la plupart des systèmes solaires très courte portée. Vous pouvez quand même appuyer et faire une sorte de barrage d'artillerie supplémentaire avec vos roquettes. In fine, votre temps d'exposition est très faible et ça permet de faire une sorte de tir de barrage qui va forcer l'adversaire à abaisser les têtes et pourquoi pas, c'est bien coordonné, à vos troupes d'avancer ou de lancer une attaque à ce moment-là. Vadim a également participé
rotation sur la fameuse usine d'Azovstal, hein, du côté de Mariupol. C'était que les volontaires qui partaient. Je vous rappelle qu'il y a eu 80 jours de siège, qui devaient parcourir 60 nautiques en territoire russe. Donc à la vitesse où il va, 60 nautiques, ça met plus de 20 minutes pour y aller, plus de 20 minutes pour revenir. Et il confirme qu'il y a effectivement eu 3 hélicoptères de ses camarades qui ont été abattus. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait de la dépose de militaires. Donc ils ont ramené des hommes pendant ce siège, mais également de l'évacuation sanitaire avec des personnes blessées. Et il apportait également des aides humanitaires ou sûrement également de la nourriture. Vous voyez ces images assez exceptionnelles qui nous sont partagées. De manière générale, qu'est-ce qu'on arrive à glaner sur ces images? On voit que son sac de vol est un sac américain, qu'il vole avec une kneeboard, donc il peut préparer sa petite mission et tout noter, et qu'il a également une tablette. Alors pourquoi est-ce que cette préparation de mission est importante? Il nous explique que quand il va faire des tirs en loft, quand il va appuyer les troupes au sol avec la roquette, il a les coordonnées à l'avance. Donc c'est d'abord ils reçoivent un task, si je puis dire, des consignes, une cible. Ensuite ils vont regarder comment ils vont se frayer un chemin pour se rapprocher du point de tir. Et ensuite derrière ils vont décider d'une route pour retourner vers leur ligne, retourner en profondeur en sécurité, en toute sécurité. Et ce qu'ils vont chercher, c'est le point en hauteur, mais également en altitude, le plus bas possible, de manière à être le plus discret par rapport aux émissions radar et pouvoir se cacher vraiment dans le relief. Donc ils vont essayer de trouver des vallées, essayer de trouver des endroits où ils ne passeront qu'une seule fois pour pouvoir se rapprocher de la zone et repartir. En clair, dans son témoignage, il ne nous parle pas vraiment de close air support comme on peut le faire en Occident où vous êtes proche et vous allez appuyer des troupes en liaison radio. Et il ne nous parle pas non plus de TST, Time Sensitive Targeting, où voilà, vous avez des troupes qui ont un souci, elles vous appellent, ou l'état-major détecte quelque chose et en quelques minutes, vous partez tirer. On est sur un cycle de mise en œuvre de l'armement et de targeting, comme on dit, entre le moment où la cible est repérée et le moment où vous allez faire votre assaut, de plusieurs heures, le temps de tout préparer. Maintenant, il y a d'autres hélicoptères dans l'armée ukrainienne. On a vu qu'il y avait du Seeking qui a été donné par les Anglais et un UH-60, un Black Hawk également, mais il n'y en a qu'un seul pour le moment. Dans tous les cas, s'il y a une chose qui est confirmée par cette vidéo, c'est que les hélicoptères, pour augmenter leur survivabilité, et il insiste beaucoup dessus, Vadim, doivent voler le plus bas possible. Et il dit même que les pilotes expérimentés, ils tondent l'herbe avec leur rotor. Donc on aime bien dire que ce sont des tondeuses à gazon. Vous voyez qu'il n'y a pas de secret. Pour avoir une survivabilité en hélicoptère à la guerre, il faut voler le plus bas possible. La France est très forte en vol tactique, ces vols très basse altitude. Vous ne pouvez augmenter votre survivabilité que si l'ennemi n'a pas le temps de vous ajuster, n'a pas le temps de vous voir ou de vous entendre arriver. Cela tranche avec toutes les images que l'on a pu voir au début du conflit, avec des hélicoptères qui se baladaient, je vais presque dire, en moyenne altitude, cœur domaine pour les systèmes solaires, ou alors qui se baladaient à une centaine de pieds, bien au-dessus de la cime des arbres, ce qui en faisait des cibles de premier choix pour le solaire très courte portée. Nous avons vu également des Ka-52 se faire abattre parce qu'ils faisaient du stationnaire, ils s'arrêtaient dans le ciel, ils faisaient leur travail avec leurs senseurs, ce qui les rendait vulnérables, non seulement pour les solaires très courte portée, mais également pour de l'armement anti-char. En définitive, voler bas, voler rapide, se cacher dans le relief, c'est quelque chose qui fonctionne, même si votre efficacité sur le champ de bataille risque d'en être impactée. Forcément, quand vous vous cachez, vous ne voyez pas l'adversaire. Au moment où vous sortez pour faire votre tir, le temps qui vous est alloué pour créer cette conscience de la situation est très court. Ce qui fonctionne bien sur une ligne de front qui ne bouge pas trop, ce qui fonctionne beaucoup moins bien sur une ligne de front qui se déplace beaucoup. Donc il y a différentes manières de fonctionner, que l'on aille attaquer des cibles connues à l'avance ou que l'on soit en train d'appuyer des troupes au sol. Et là, clairement, Vadim nous explique, nous partage comment il fonctionne en AI, Air Interdiction. Donc allez taper des cibles connues à l'avance. Voilà, j'espère que ça vous permet d'un peu mieux comprendre ce reportage. On vous met le lien du reportage juste en dessous, c'est très intéressant. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Fly safe.